Oui. Oui, bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui a pour titre, qui est un titre un peu étrange, on peut imaginer, qui est Contre-histoire de France. Alors pourquoi Contre-histoire de France? Parce que c'est mon histoire de France d'une certaine manière. C'est une histoire de France qui, je pense, pour certains traits, pour certaines pages, va un peu à contre-courant de ce que l'on peut entendre sur notre passé, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que j'ai sous-titré ni romance ni repentance. Je pense que on ne doit pas faire un roman historique, on en reparlera, ni non plus se repentir éternellement sur les fautes supposées de nos ancêtres. Donc, qu'est-ce qui est à la base de ce livre? Bien sûr, il y a un travail que je fais depuis maintenant pratiquement 40 ans sur l'histoire. Donc, c'est un peu le fruit aussi de ces années de travail. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu déclenché l'envie de faire cette espèce de somme sur l'histoire de France. C'est en 2016, lorsque Laurent Deutsch, que tout le monde connaît, qui est un vulgarisateur de l'histoire, lui-même ne se dit pas historien, mais il a un grand amour de l'histoire de France et il essaye de faire passer, il se présente comme passeur d'histoire. Donc, avait été invité à Trappes pour parler à des élèves de lycée ou de collège et les instituteurs ou les professeurs de ces lycées avaient fait une pétition pour empêcher Laurent Deutsch de venir parler sous prétexte qu'il avait un discours non conforme, en quelque sorte, à ce que eux pensaient de l'histoire. Et ils ont dit dans cette pétition, nous ne sommes pas là pour faire aimer la France à nos élèves. Alors, moi, à ce moment-là, j'avais réagi dans une tribune libre au Figaro sur cette phrase, nous ne sommes pas là pour faire aimer la France à nos élèves. Alors, je rappelle que Trappes, c'est une ville de la banlieue parisienne, du côté de Versailles, mais qui a une population très très largement issu de l'immigration, avec un maire d'ailleurs qui a fait parler de lui récemment pour qui a lui-même immigré et qui a des positions un peu islamistes. Donc l'idée un peu beaucoup. Donc j'avais fait une tribune libre dans le Figaro pour réagir à cela, d'ailleurs déjà pour soutenir Laurent Deutsch, que je connais bien, qui est un ami, et je disais, ces professeurs dire nous ne sommes pas là pour faire aimer la France. Effectivement, le rôle d'un professeur d'histoire n'est pas de faire aimer un pays. Il est là pour raconter l'histoire, pour la présenter, l'exposer, l'expliquer. Et effectivement, moi-même, je suis, comme je le disais tout à l'heure, assez opposé à cette idée de roman national qui a été en tout cas surtout mise en place à l'époque de la Troisième République avec Jules Ferry. C'est ce roman national avec des personnages qui étaient un peu transformés, avec une haine souvent des rois de France, d'ailleurs, qui étaient présentés souvent comme des personnages incapables, des tyrans ou des violents ou tyrans, etc. Donc ce roman national qui finalement a été fait pour préparer des générations d'élèves à devenir de bons petits soldats en 1914 et aller se faire tuer à la fleur au fusil, comme on le disait, je ne crois pas que ce soit un modèle à suivre. Donc je ne suis pas pour que le professeur d'histoire ou l'instituteur soit une espèce de propagandiste d'un roman ou d'un récit qui serait orienté, mais je dirais qu'il n'est pas non plus là pour enseigner la haine de la France, ou ce qu'on appelle, comme aujourd'hui très souvent, la repentance, battre sa coulpe sur la poitrine de nos ancêtres éternellement, pour des sujets qui peuvent être l'acquisition chrétienne, la traite négrière, le régime de Vichy, le colonialisme, etc. Tout cela est bon pour montrer que, comme quoi, nos ancêtres étaient des personnages horribles, d'affreux colonialistes, d'affreux dominateurs, d'affreux profiteurs, je dirais, de la misère des autres peuples. En fait, eux, ces instituteurs ou ces professeurs ne font pas un roman national, mais ils font une sorte, ce que j'appelle un cauchemar national, en quelque sorte.
Alors là, c'est tout, évidemment, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction. Le président Macron, en 2021, disait qu'il fallait déconstruire l'histoire de France, la démonter, enlever tout ce qui pouvait avoir l'air de fierté ou de pages un peu glorieuses. C'est ce qu'on appelle aussi le wokisme, c'est-à-dire voilà cette idée que les gens dominés, qui peuvent être les minorités raciales ou sexuelles, etc., doivent se réveiller et doivent se rendre compte qu'ils sont dominés, qu'ils sont opprimés par la majorité blanche, masculine surtout. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement quelque chose que je trouve aussi dommageable dans l'enseignement de l'histoire. L'historien ou le professeur d'histoire ne doit pas être un juge. On ne fait pas de l'histoire pour juger les actions de nos ancêtres, d'autant que lorsqu'on les juge, c'est souvent avec un anachronisme, avec nos propres préjugés de notre époque. Et donc, on projette sur des périodes anciennes, nos propres fantasmes ou nos propres condamnations. Donc, le rôle d'un historien n'est pas de juger. Son seul devoir doit être finalement de dire la vérité. C'est un peu simple de dire ça, mais c'est beaucoup finalement. C'est un devoir de vérité. Et comme disait Léopold von Ranke, qui était le fondateur de l'historiographie moderne, c'est un Allemand au XIXe siècle, il disait l'histoire, c'est raconter comment les choses se sont vraiment passées. Vous voyez, ça paraît simple comme définition, mais c'est déjà un bon programme. Comment les choses se sont vraiment passées. Je vais citer Lénine aussi, parce que vous voyez, je suis assez éclectique dans mes citations. Il parlait des faits têtus. Les faits sont têtus. Les faits, la réalité est têtue, elle s'impose et on est à une époque où on reconstruit la réalité, aussi bien la réalité actuelle, la réalité sexuelle, la réalité ethnique, etc., mais aussi la réalité du passé. Le rôle de l'historien, c'est de chercher, autant qu'il le peut, et il ne le peut pas toujours, à établir les faits avant même de les analyser. Parce que si vous analysez des faits qui sont faux, bien sûr, vous parlez dans le vide. Par exemple, si vous étudiez, je ne sais pas, une manifestation qui a eu lieu tel jour à Paris, si certains vous disent il y a 100 000 personnes, d'autres il y a 50 000 personnes, évidemment, l'analyse ne va pas être la même. Donc le rôle de l'historien, ça va être déjà de recouper les sources pour voir quelle est la réalité, d'aller au plus près possible de la réalité telle qu'elle s'est passée. Un autre historien dont j'ai oublié le nom parlait des pierres vivantes, que les faits sont des pierres vivantes, des pierres de l'histoire. On est comme un maçon qui empile des pierres vivantes qui sont les faits historiques et qui permettent ensuite de réfléchir et de les analyser, mais pas dans l'autre sens. Donc pas de jugement et aussi l'idée d'établir les faits, et donc établir les faits grâce à une méthodologie historique. Donc la science, l'histoire est aussi une science, en tout cas moi je dis souvent, c'est un art qui utilise des méthodes scientifiques, qui utilise une rigueur scientifique, comme les sciences les plus dures, comme l'on dit. Alors donc, ne pas faire aimer l'histoire, ne pas faire aimer la France, effectivement, c'est pas le rôle de l'historien de faire aimer ou de faire détester un pays, mais c'est de le faire connaître, de faire connaître la réalité de son passé avec le plus d'objectivité possible, c'est-à-dire l'objectivité étant bien sûr un idéal qu'on n'atteindra jamais parce qu'on est toujours pétri de ses propres préjugés, de sa propre formation, de ses propres catégories mentales. Donc c'est plus l'objectivité est plus un but que l'on se donne qu'une réalité que l'on va pouvoir atteindre. Grâce à cela, on va voir que la France n'est pas née en 1789, comme justement le fameux roman national nous le disait finalement, jusqu'à une certaine époque, et alors plus encore avec le marxisme, etc. On nous disait que la France ne naît vraiment qu'avec la liberté, etc. en 1789, mais qu'il y a une longue histoire derrière qui existe et qui a construit petit à petit ce qu'on a aujourd'hui et ce qui est aujourd'hui. Bon, je parlais de la woke, de la cancel culture, je n'y reviens pas. Donc
si vous voulez, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est non, donc ni un roman national, ni une repentance en disant que nos ancêtres étaient des salopards, et voilà, etc. C'est plutôt un récit historique sur 2000 ou même plus de 2000 ans d'histoire, sur une très longue durée. Alors, en évitant plusieurs autres travers qui sont les péchés capitaux des historiens, qui est le déterminisme, de dire que la France a existé de tout temps, qu'elle était inscrite en quelque sorte, que cet hexagone parfait était inscrit dans l'histoire, dans le destiné manifeste et qu'elle devait se créer et se former quoi qu'il arrive. Je explique dans ce livre que la France aurait pu ne jamais exister et qu'elle peut mourir, qu'elle n'est pas immortelle. Et c'est en cela que la France est un héritage qu'il nous faut, un héritage fragile qu'il nous faut protéger, en tout cas qu'il nous faut faire vivre, faire perpétuer, parce qu'elle n'est pas immortelle. Paul Valéry disait que les civilisations sont mortelles. Et la France est mortelle. On parle de la France immortelle, oui, d'une certaine manière, mais en même temps, la France immortelle, d'abord, elle n'a pas été toujours la France qu'elle est aujourd'hui. Il y aurait très bien pu avoir d'autres constructions, et on l'a vu dans l'histoire, à l'époque de Charlemagne, à l'époque de la guerre de 100 Ans, ou à d'autres époques, il y avait d'autres constructions qui étaient possibles, avec d'autres découpages que la France actuelle. Donc il n'y avait pas de déterminisme, il n'y avait pas d'obligation à ce que la France existe, et il n'y a pas d'obligation à ce qu'elle subsiste. Donc il faut être soi-même, nous aujourd'hui, les acteurs si on a envie qu'elle continue, de cette histoire et de la faire survivre. Donc il n'y a pas de sens non plus de l'histoire. Ça, c'était une idée marxiste, l'idée que l'histoire se déroulait avec un certain sens, avec une certaine évolution qui allait vers, les lendemains radieux, comme on le disait, c'est-à-dire de plus en plus de liberté, de plus en plus de... Non, l'histoire, c'est aussi des contre-coups, des moments de gloire et des moments plus sombres. Donc voilà, il faut voir que l'histoire n'est pas quelque chose de linéaire et que, par exemple, on a encore une dizaine de monarchies en Europe et on entend souvent les journalistes dire « Ah il y a encore des monarchies », comme si c'était normal que petit à petit elles disparaissent, que c'était en sorte une anomalie de la modernité qu'il y ait encore des rois ou des reines en Europe. Non, pas nécessairement. Ça peut être aussi, on peut évoluer très bien dans l'avenir vers de nouvelles formes de régimes qui ne seraient pas les régimes républicains actuels et qui pourraient reprendre, j'en parle dans ce livre, qui pourraient reprendre des éléments de ce qu'était l'ancienne France. Donc tout ça montre qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de sens de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment ce qui me guide dans ce livre. Donc ce récit national, que je vous propose, il est chronologique, donc 45 chapitres qui partent depuis la très haute, la préhistoire, depuis les dolmens et les menhirs de Carnac jusqu'à Macron à l'Élysée. Donc vous voyez, ça fait quand même un grand écart. Et dans ces chapitres, eh bien, il y a un certain nombre de légendes que je contrebats, que je remets en cause à la lumière de travaux plus récents, et des choses qui vont peut-être vous étonner d'ailleurs, parce que, par exemple, la Gaule, on se rend compte actuellement de plus en plus que la notion d'une Gaule unie que César serait venu battre, et même l'existence d'un ensemble qu'on aurait pu appeler la Gaule et qui aurait regroupé à peu près la France actuelle, est plutôt une création de César et des Romains. C'est-à-dire que c'est les Romains qui ont plaqué sur la réalité celtique des catégories en créant en quelque sorte l'idée de la Gaule. Et c'est l'occupation romaine qui va donner consistance à ce qu'on a appelé la Gaule. Donc nos ancêtres les Gaulois, oui et non, enfin voilà, on peut en discuter, vous le verrez. D'autres personnages, je les revisite un peu. Clovis a-t-il cassé le vase de Soissons? Dagobert avait-il sa culotte à l'envers? Probablement.
Jeanne d'Arc, est-ce que Jeanne d'Arc, quel a été vraiment son rôle? Est-ce que le fait qu'elle ait finalement empêché un grand royaume anglo-français est une bonne chose ou pas? Vous voyez, finalement, je suis assez iconoclaste et je remets en cause un certain nombre même peut-être de figures un peu indéracisables. Henri IV, par exemple. Henri IV, je ne l'aime pas beaucoup, Henri IV, et vous allez voir que je ne suis pas toujours très tendre avec lui. Donc c'est une histoire de France qui est vraiment que je porte moi-même, hein, qui est ma propre vision de l'histoire aussi, hein, et je l'assume, mais qui, je crois, va mettre en lumière des éléments qui sont peu connus, qui vont remettre en question un certain nombre d'évidences que vous pouvez avoir en tête. Ce qui ressort quand même, c'est que eh bien, la France telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est 2000 ans d'une lente maturation, d'une aventure commune, d'une aventure commune qui est faite à la fois de périodes de gloire, des périodes d'infamie, des périodes de grande violence, mais aussi des périodes de grande sainteté, parfois en même temps, hein, pratiquement. Voilà, et c'est aussi une étude de la nature humaine à travers tous ces personnages. Nature humaine, c'est aussi à la fois les millions d'humbles personnages inconnus qui ont tissé cette histoire, mais aussi les grands hommes, parce que évidemment, aujourd'hui, on a tendance un peu, il y a eu un moment où on a eu tendance à écarter l'idée de grands hommes, de grands destins, et je pense que quand même, malgré tout, les grands destins sont au centre quand même de cette histoire, même si comme on disait autrefois, hein, c'était les 43 qui ont fait la France. Bien sûr, ils ont fait la France, ils l'ont fait avec les Français, mais disons que cette longue dynastie capétienne qui commence en 987, donc pendant près de 1000 ans, a accompagné et a construit d'une certaine manière la France telle que, même si effectivement, et là je reviens à l'idée du déterminisme, même si dans l'esprit du Capet, il n'y avait pas l'idée de construire à terme un ensemble qui ressemblerait à la France d'aujourd'hui, hein, tout ça s'est fait de manière empirique, hein, on parle toujours de l'empirisme capétien, eh bien, un peu comme un paysan qui, autour de sa ferme, petit à petit, au fil des générations, va réunir des terrains, va acheter des champs, des bois, etc., pour être de plus en plus riche, sans avoir au départ une idée très précise de ce qui va se passer à la fin. Eh bien, ces Capétiens vont être effectivement, et là on revient à ce que Richard nous disait tout à l'heure, en parlant de cette dynastie parallèle, là, on revient à cette famille cette famille extraordinaire, parce que c'est quand même la famille capétienne, la famille dans l'histoire du monde, peut-être avec les empereurs du Japon, mais qui sont en partie mythiques. On a là une famille dont on connaît les origines depuis 12 ou 13 siècles, hein, de manière référencée et sûre. Alors, pour terminer, je dirais, je reviendrai à cette définition de l'histoire que je vous disais tout à l'heure. À mon avis, quel est l'intérêt de faire de l'histoire? Parce que souvent, on présente à l'école l'histoire soit comme quelque chose de très barbant, hein, on apprend des listes. Moi, j'ai jamais appris de liste de dates, mais enfin, il paraît que certains instituteurs ou certains professeurs font apprendre des listes par cœur de dates et d'événements et de batailles, etc. C'est pas non plus, ça ne doit pas être un formatage intellectuel ou mental ou moral, c'est-à-dire pas le roman national de Jules Ferry ou le wokisme actuel. Ça ne doit pas être aussi l'idée de cultiver des antagonismes, hein. On a l'impression qu'aujourd'hui on enseigne l'histoire pour dresser les uns contre les autres, hein, les dominés contre les dominants, les pauvres victimes contre les méchants dominateurs. C'est pas non plus un moyen qu'on pourrait utiliser, une espèce de moyen un petit peu artificiel de créer ce qu'on appelle un vivre ensemble, hein, qu'on pourrait faire. Voilà. Non, l'histoire, c'est avant tout, à mon sens, une discipline qui permet d'exercer son sens critique, hein, qui permet
de jeter sur le monde qui nous entoure encore aujourd'hui un regard critique sur les événements, de voir dans ce qu'on nous apprend, dans ce qu'on entend à la télévision ou à la radio. Et Dieu sait comment on nous a bourré le crâne ces dernières années, et ça continue encore avec la guerre. C'était hier avec le Covid, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On a une espèce de bourrage de crâne digne des meilleures époques de la guerre de 14-18, l'histoire, la connaissance de l'histoire permet d'avoir ce recul nécessaire, d'avoir ce discernement nécessaire pour, dans des informations que l'on déverse, dire ça, je vais les comparer, je vais essayer de trouver d'autres sources, et ça c'est la méthode historique, pour voir ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ce que j'entends. Ne pas tout prendre pour argent comptant. C'est pas parce qu'on l'entend à la télé ou qu'on le lit dans un journal que c'est nécessairement vrai. Alors, ce livre, bien sûr, je vais pas vous en dire plus parce que j'aimerais que vous le lisiez, j'aimerais que vous l'achetiez. Alors, je n'en ai pas ici, mais j'ai d'autres livres, si vous voulez, que je pourrais vous dédicacer. Mais celui-là, on le trouve en librairie très très facilement depuis plusieurs semaines. À la fin de ce livre, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu sur le présent et sur l'avenir avec un essai rapide sur un système politique qui arriverait à concilier donc toute cette légitimité historique qui pouvait être celle des Capétiens avec une représentation populaire. On voit bien que le régime politique actuel est en pleine crise, que la représentation sortie des élections ne représente plus personne. On a un président de la République qui est élu avec peut-être 15% du corps électoral et encore. Donc, en plus, on a une véritable souveraineté qui est exercée à l'extérieur du pays, en particulier en Europe, dans le cadre de l'Union européenne. Donc, quel serait ça, je termine là-dessus. Quels seraient les outils politiques, les armes politiques qu'on pourrait utiliser, un système, un régime qui permet de concilier cette longue histoire avec les exigences d'aujourd'hui. Et donc, je terminerai en rappelant que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la France n'est pas une donnée immortelle, n'est pas une donnée éternelle, que c'est quelque chose de fragile, qui peut mourir, qui peut disparaître. L'histoire, je prends l'exemple par exemple de la Prusse, qui était un des grands royaumes, un des grands États de l'Europe jusqu'au XXe siècle. Eh bien, la Prusse aujourd'hui n'existe plus. Le nom même de Prusse a été rayé de la carte. Donc, pourquoi pas pour la France. Raymond Aron disait, le grand historien Raymond Aron, que l'histoire est tragique. Et c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que un des grands enseignements de l'histoire, c'est de nous montrer l'impermanence des réalités. Rien n'est stable, rien n'est définitif, rien n'est très solide. Si tout est en tout cas, la réalité est toujours le résultat d'un équilibre et d'un équilibre souvent précaire, et que peut-être la connaissance de l'histoire permettrait d'avoir renforcer un petit peu cet équilibre. Ernest Renan disait que la nation, c'est la volonté de faire valoir un héritage individe, un héritage commun. Et donc cet héritage commun, pour le faire valoir, le développer, eh bien, il faut d'abord le connaître. Et c'est à faire connaître cet héritage de la France millénaire ou bimillénaire, même d'une certaine manière, que je vous invite à travers ce livre qui est un peu iconoclaste, qui défrise un petit peu par moment, qui va peut-être en choquer certains sur certains aspects, mais voilà, c'est une vision qui est la mienne et qui est une vision, je pense, en tout cas honnête de ce qu'a pu être l'histoire de France. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous encourage bien sûr à le lire et éventuellement à me contacter. J'ai une page Facebook, donc on peut toujours me joindre sur ma page Facebook et donc m'écrire, je réponds bien volontiers. Voilà. Voilà, je crois qu'on peut vraiment remercier Philippe Delorme pour sa brillante intervention. Bien, alors là nous allons faire un petit peu de ménage.